Crise à Bruxelles, le sommet européen a été interrompu cet après-midi. Il devrait reprendre dans les minutes qui viennent. Jacques Chirac se heurte à l'intransigeance de la Grande-Bretagne. La France était prête à se contenter du gel de la ristourne britannique. Tony Blair n'en voudrait pas. Un service garanti en cas de grève dans les transports en commun en Ile-de-France. La moitié des trains de la RATP et un tiers sur le réseau francilien seront prévus s'il y a conflit social. Un accord a été signé aujourd'hui. Élection présidentielle en Iran, 7 candidats en lice pour près de 47 millions d'électeurs. Un scrutin incertain, on parle d'un possible deuxième tour. Le pouvoir fait de la participation un enjeu de sa légitimité. Les 24 heures du Mans demain avec pour la première fois la participation de Sébastien Loeb, le champion du monde des rallyes. Une formation ultra rapide pour le Français qui s'y est mis en travaillant sur simulateur. Et puis cinéma, avec en avant-première à Marseille, la projection devant des milliers de femmes de La Guerre des mondes, adaptée du roman de Wells, un film signé Spielberg avec Tom Cruise, qui était ce matin à Paris, puis sur la Canebière pour le lancement de ce film qui sortira dans une quinzaine de jours en France et partout ailleurs. Tom Cruise est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant d'en venir à l'actualité de ce vendredi, faisons un détour par le salon du Bourget, du jamais vu pour cette première journée ouverte au grand public. Quelques 75 000 spectateurs venus admirer le géant d'Airbus, l'A380, victime de son succès puisque le Bourget a fermé ses portes momentanément face à l'affluence record. Sur place, Nicolas Châteauneuf, Philippe Turpot. Des avions géants et une foule immense. Aujourd'hui, le salon du Bourget a battu tous ses records d'affluence pour un vendredi. 78 000 personnes en une journée. Résultat de longues files d'attente dès ce matin aux entrées, des accès au salon bloqués une demi-heure cet après-midi et des embouteillages tout autour. Mais comme au Festival de Cannes, cette année, il y a des stars. À lui tout seul, un certain avion géant a drainé dans son sillage beaucoup d'admirateurs. Et si vous voulez voir l'Airbus A380 ? C'est évident, oui. Ouais, il est vraiment superbe. Ouais. La 380 est absolument fabuleux. Ouais. On en a plein les bottes, plein les oreilles, plein les yeux. On est content. Mais dans le ciel du Bourget, les regards se sont également tournés vers les chasseurs. Et parmi les favoris, le Rafale français, le F-16 américain et le Sukhoi 27 des Russes avec son incroyable figure du Cobra. Le bruit, ça me fait de l'adrénaline, ça me fait vibrer tout le bruit, beaucoup. Le salon du Bourget, c'est aussi l'occasion pour le public, pas seulement français, d'échanger quelques mots avec les pilotes de ces incroyables machines volantes. Cet avion, c'est un des meilleurs du monde. Le F-15, le roi du ciel. Je l'adore. Là, je n'ai rien à ajouter. Les fans d'aviation ont jusqu'à dimanche pour assouvir leur passion. Mais affronter la foule et le soleil demande un peu de préparation. Certains petits vénards ont déjà reçu un coup de pouce de l'armée américaine. Et le salon du Bourget fait recette et les carnets de commandes se remplissent. Ces derniers jours ouverts aux professionnels, ce salon a été l'occasion de vendre. Et dans le match qui oppose Airbus à Boeing, Airbus prend un net avantage. 341 appareils Airbus ont déjà été commandés contre 146 pour Boeing. Pas question de parler de service minimum en cas de grève, mais de service garanti. Les usagers des transports en commun en Ile-de-France devraient être assurés. La moitié des trains de la RATP et un tiers sur le réseau francilien seront prévus. S'il y a conflit social, ce service garanti a été adopté aujourd'hui. Elsa Palot, Céline Crespi. Un trafic fluide comme ce soir, en permanence, un rêve pour certains usagers des transports d'Île-de-France. L'annonce de la mise en place d'un service garanti en région parisienne fait donc plutôt des heureux dans les gares. J'en suis très content. Ça nous évitera de trop galérer, on va dire. C'est déjà mieux que rien parce que sinon c'est vraiment la galère pour aller bosser ces jours-là. Ce matin, l'organisme d'État qui gère les transports en commun a adopté un principe simple. RATP et SNCF s'engagent à faire circuler un minimum de trains en cas de grève. 1 sur 2 pour la RATP, 1 sur 3 pour la SNCF, sous peine de pénalités financières. Les syndicalistes dénoncent une remise en cause du droit de grève. Autre mécontent, le président socialiste de la région. Il va en effet hériter de la gestion des transports au 1er juillet et parle d'un passage en force du projet. C'est sans aucune négociation. Les syndicats n'ont pas été associés à cette mesure, donc le plus probable c'est que ça n'aura pas d'efficacité en tout état de cause. Les partisans du projet, eux, souhaitent que la gauche laisse une chance à ce service garanti. Nous disons, nous, à la gauche et aux syndicats, attention,
si vous ne prenez pas ces textes. C'est une loi et la loi sera plus dure parce qu'elle instituera forcément un niveau plus élevé de service. En tout cas, pour les usagers, le test grandeur nature sera l'éventuelle prochaine grève dans les transports. Le drame de la violence routière à Orléans, une fillette de 7 ans a été fauchée par une voiture qui roulait beaucoup trop vite. Le conducteur ne s'est pas arrêté, l'enfant n'a pu être réanimé. Paul de Genève, Hugues Buchard. Où que tu sois, une pensée, un regard, pour toi, petit ange. Un mot et des fleurs posées là où la petite Carrie est morte hier après-midi. Moi ça me touche et puis je trouve que cette rue, de toute façon cette rue est dangereuse depuis le temps qu'on le dit. On a toujours dit tant qu'il n'y a pas une catastrophe qui arrive, on ne fera rien. La catastrophe est arrivée peut-être que... Il est 1h moins 10 quand Carrie sort de cette boulangerie hier. Elle s'engage sur le passage piéton, mais une voiture surgit et la percute. Je suis sortie et il y a un monsieur qui m'a dit « Oh, il s'est enfui ». Et elle est sûrement morte. Donc j'ai compris que c'était la petite qui venait de sortir de la boulangerie. La fillette de 7 ans et demi est tuée sur le coup. Le chauffard, lui, a pris la fuite. Dans l'école de Carrie, aujourd'hui, l'émotion est vive. Toute la journée, des psychologues ont écouté les enfants choqués par la disparition de leurs camarades. Et ma fille, par exemple, qui est dans la même classe avec elle, et hier, jusqu'à très tard, elle n'a pas pu dormir. Ce matin, elle s'est levée très tôt. Elle a essayé de faire des petits mots et tout ça, des dessins pour elle, quoi. C'est très dur. Un appel à témoins a été lancé. Ce soir, la police est toujours à la recherche d'une fourgonnette blanche qui pourrait être accidentée à l'avant. Crise ouverte à Bruxelles avec l'intransigeance de la Grande-Bretagne qui aura rejeté il y a quelques instants la concession de la France. Jacques Chirac était prêt à admettre un gel de la ristourne britannique. Tony Blair serait l'homme fort de ce sommet, l'homme de fer. Un sommet interrompu en milieu d'après-midi qui a bien du mal à reprendre. Stéphane Despinois, Christian Marimono. La poignée de main est chaleureuse, sans doute plus enthousiaste qu'avec certains de ses partenaires européens. Cet après-midi, Jacques Chirac n'a pu résister à un petit bain de foule à 2 pas de son hôtel. Le président de la République profite d'une interruption de séance, car la négociation sur le budget européen qui a démarré ce matin pourrait bien traîner en longueur. Principal point de blocage, la ristourne que les Britanniques perçoivent depuis 20 ans sur leur contribution financière à l'Union. Londres défend bec et ongle son chèque, la France le conteste. Si on le gardait en l'état, comme vous le savez, la Grande-Bretagne s'exonérerait de l'effort que l'on doit faire pour l'élargissement. Et donc, la France souhaite participer à cela. Elle souhaite aussi que l'effort soit équitable. Sur le budget européen, l'Italien Berlusconi ne se fait pas d'illusions. Il ne croit pas à la conclusion d'un accord dans la soirée. Hier, les 25 sont allés plus vite pour décider du sort de la Constitution. Fragilisé par les noms de la France et des Pays-Bas, le traité n'est pas enterré, mais plus rien ne presse pour qu'il soit ratifié. C'est une porte de sortie qui ressemble fort à une voie de garage. Le processus de ratification poursuit son chemin. Il n'y aura pas de renégociation parce qu'il n'y avait jamais de plan B, mais il y a un plan D de dialogue et de débat. Le débat se poursuit, mais la pause est acquise. D'ailleurs, à peine annoncé, plusieurs pays se sont engouffrés dans la brèche. Danemark, Suède, Finlande, République tchèque et Portugal, tous ont décidé de reporter leur référendum. La Constitution devrait rester au frigo jusqu'en 2007. Et en direct de Bruxelles, nous vous retrouvons Jean-Paul Chapelle. La Grande-Bretagne rejetterait la concession de Jacques Chirac. Le nouvel homme fort de Bruxelles, c'est donc Tony Blair. Une nouvelle donne peut-être avec l'intransigeance britannique avec laquelle il va bien falloir compter. Oui, Béatrice, absolument. Tony Blair est le nouvel homme fort de l'Union européenne. Il va en prendre la présidence à la fin du mois. Surtout, il profite de l'affaiblissement de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder. Jacques Chirac affaibli par le non français au référendum. Gerhard Schröder, lui aussi, affaibli par sa défaite électorale. Alors, face à eux, Tony Blair en profite pour imposer sa vision de l'Europe, une vision clairement plus libérale. Alors, il ne le dit pas comme ça, il l'habille. Il réclame une réforme du budget européen qui soit désormais tourné vers les défis du XXIe siècle. En clair, plus d'innovation et moins d'agriculture. Dans le détail, il reste
intraitable sur le chèque britannique, donc ce privilège accordé en 1984. En fin d'après-midi, les Français avaient fait une concession, se contentant d'un gel au lieu de la disparition du chèque britannique. Et bien, refus de cette concession. Tony Blair continue de dire, à la manière de Margaret Thatcher, « I want my money », je veux mon argent. Merci Jean-Paul Chapelle. Et dès hier soir, on l'a dit, les 25 ont exclu toute renégociation de la Constitution européenne. Ils ont gelé en quelque sorte les ratifications du traité au moins jusqu'en 2007. Et donc dans la foulée, le Danemark, la Suède, la Finlande ou le Portugal ont reporté les scrutins prévus. En France, pour les tenants du non, il y a malgré tout une alternative, un plan B. Ils campent sur leur position. Alix Bouillet et Pascal Caron. C'était leur contre-sommet européen à eux. Hier, le nom de gauche est descendu dans la rue. Tous l'affirment, le fameux plan B dont aucun chef d'État n'a parlé à Bruxelles existe bel et bien. Comme ils pensent que le peuple n'est pas assez intelligent pour prendre des bonnes décisions, ils viennent tous les matins nous dire alors où est le plan B? Mais vous verrez, il y aura un plan B, il y aura un plan C, il y aura un plan D et ainsi de suite jusqu'à Y et Z. Pourquoi? Parce que l'Europe a besoin d'une constitution. Un plan B toujours en course et pour le Parti communiste, la conviction que le traité sera à terme renégocié. Ils ne pourront pas rester sourds, ou alors on assisterait à une crise démocratique jamais vue au niveau de l'Union européenne si, malgré la volonté des peuples, ils continuaient à nous imposer cette Europe libérale. Pendant la campagne, Laurent Fabius, lui aussi, a évoqué l'existence d'un plan B. Aujourd'hui, pour ses proches, une alternative reste possible, quoi qu'en dise Bruxelles. Le plan B, ce n'est pas un document qui se serait imprimé d'une manière magique entre le 29 mai et le 1er juin. Le plan B, ça doit être le travail qui doit être fait par les responsables politiques pour tenir compte de la volonté populaire. En revanche, pour Philippe de Villiers, le plan B a été remplacé par un autre plan, le D. Plan B, bon sens, ça veut dire rendre le pouvoir au peuple, faire l'Europe des peuples. Plan D, dictature, on continue avec la dictature de Bruxelles. Les tenants du non espèrent tirer profit de la pause affichée par Bruxelles pour renégocier un jour le traité, pourquoi pas en 2007. Jean-Pierre Raffarin, après quelques jours de vacances, est de retour chez lui, à Poitiers. Il se dit reposé, serein, prêt à aider son successeur à Matignon. Journée cruciale pour l'avenir d'Eurotunnel avec cette assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Ils sont des dizaines de milliers à s'être inscrits pour pouvoir participer au vote en question. Le choix d'un nouveau PDG avec à la clé la restructuration de la dette. C'est le président actuel d'Eurotunnel qui restera en poste. David Boéry, Vincent Ferreira. Des salariés inquiets pour leur avenir. Près d'une centaine d'entre eux ont défilé jusqu'à l'Assemblée générale d'Eurotunnel. Ils ne sont pas en grève, mais veulent simplement transmettre un message aux actionnaires. On fait une marche pacifique et on distribuera des tracts pour expliquer aux actionnaires que nous aussi on est là et qu'on existe et qu'on veut garder notre emploi. Car la direction d'Eurotunnel est en train de préparer un plan social. Elle voudrait supprimer près de 750 postes de travail en France. À l'intérieur, côté actionnaire, l'ambiance est tendue. On vient exprès, on ne peut pas voter. S'il y a le tunnel, c'est grâce à nous quand même. Certains n'ont pas fait les démarches nécessaires pour voter. D'autres sont très remontés contre les dirigeants du groupe. On a fait des investissements depuis 87, ça nous a rapporté quoi? Quel dividende? Et les actionnaires? Ils pensent aux actionnaires? Eux se sont enrichis depuis tant d'années, 10 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on a eu? Rien du tout. La solution? C'est que la dette soit renégociée, donc j'attends de voir ce que chaque candidat va présenter comme solution. Car au départ, deux camps devaient s'affronter, mais la lutte pour le pouvoir n'aura pas lieu. Le sulfureux Nicolas Miguet, un représentant de petits actionnaires, a finalement décidé de soutenir l'actuelle direction. 85 000 votants présents ou représentés ont accordé leur confiance au PDG. Un plébiscite, il récolte 98% des voix. Et le vote quasi unanime de la totalité des actionnaires montre une volonté farouche de sauver Eurotunnel. Il reste maintenant à convaincre les créanciers. Avec une dette de 9 milliards d'euros, la direction doit maintenant négocier avec les banques. À noter l'augmentation des tarifs du gaz à compter du 1er juillet prochain, une augmentation de 4% pour les 10 millions de particuliers abonnés au gaz. À l'occasion de l'arrivée du guide de Florence Aubenas, Hussein Hanoun, arrivé en France hier, un autre ex-otage, Mohamed Al-Joundi, a souhaité s'exprimer. Il s'agit du chauffeur-interprète de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Il évoque la situation difficile dans laquelle il se trouve depuis qu'il est réfugié à Paris. Stéphane Bretner, Hervé Pozzo.
Le quotidien de Mohamed Al-Joundi se résume souvent aux démarches administratives. L'ancien guide de Christian Chesneau et Georges Malbruno a obtenu le statut de réfugié politique très rapidement. Un logement, mais il ne touche pour l'instant aucune aide financière, à part celle de ses amis. Avec sa femme et ses 3 enfants, il est arrivé en France le 19 novembre, un mois avant la libération des 2 journalistes. Le gouvernement français l'a pris en charge dès Bagdad. 7 mois plus tard, il a l'impression d'être un peu oublié. Les autorités françaises m'ont dit qu'il était primordial que je sois en France avec ma famille pour faciliter la libération de Georges et de Christian. Mais maintenant, je suis dans une situation financière très difficile. J'ai tout perdu en Irak et j'attendais que l'on m'aide un peu plus. Même si Christian Chesneau a demandé de l'aide pour l'ancien guide, les autorités françaises assurent qu'elles ont fait le maximum. Difficile en effet de trouver un travail quand on ne parle que l'arabe. Mais malgré toutes ces difficultés, son avenir est en France. Je ne veux pas retourner en Irak. D'abord parce que ce serait trop dangereux pour ma famille et pour moi. Ensuite, mes enfants vont à l'école et ils sont bien ici. Alors je continuerai à me battre pour que ma situation s'améliore. Mais c'est pas facile d'oublier l'Irak. Hier, il a bien entendu suivi l'arrivée du Sénanoun, mais il ne veut pas comparer les situations. Lui, dit l'ancien guide, était employé par le journal Libération. Moi, je n'étais que l'ami de 2 journalistes. Les nouvelles de l'enfant haïtien de 6 ans qui était en zone d'attente à Orly depuis lundi. Il a été rendu à ses parents aujourd'hui par le juge pour enfants du tribunal de Créteil. Il pourra résider légalement en France. L'actualité à l'étranger avec d'abord l'élection présidentielle en Iran. 7 candidats en lice et un scrutin très incertain au point qu'on imagine peut-être un 2e tour. Le vote a d'abord été prolongé 2 heures. Parmi ceux qui font figure de favoris, il y a celui qui fut déjà président de 89 à 97, Akbar Hachemi Rafsanjani, qui a voté aujourd'hui dans une mosquée de Téhéran. Officiellement, près de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter. Le pouvoir en place fait de la participation l'enjeu de sa légitimité. Reportage sur place, Maryse Burgot, Jean-François Renaud. Elle a réalisé des films sur les conditions des femmes dans les prisons iraniennes. C'est une militante engagée qui souhaite plus de libertés individuelles pour les hommes de son pays. Les changements vont se faire petit à petit, dit-elle. La démocratie viendra pas à pas. Et c'est pour cela que je vais voter pour un candidat réformateur. Les files d'attente sont déjà longues lorsque Manidjé arrive au bureau de vote. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, sous le portrait du guide de la Révolution. Impossible d'oublier ici la suprématie de la religion. Selon les officiels, le taux de participation serait bien meilleur que prévu. Déçus par le manque de réformes, les Iraniens étaient censés bouder les urnes. Ce ne serait donc pas le cas. Manidjé se réjouit d'une telle affluence. C'est bon signe, dit-elle, pour le camp réformateur. Cette femme, en revanche, va voter pour un candidat conservateur. Je suis très religieuse, dit-elle, et c'est cela qui guide mon choix. Le camp conservateur a son favori, le pragmatique Rafsanjani. Il a déjà été président pendant 8 ans. Selon cet électeur, Rafsanjani incarne tout simplement l'histoire de la révolution islamique. C'est donc le bon candidat, dit-il. Manidjé rentre chez elle confiante. Un second tour sera peut-être nécessaire pour élire le nouveau président, une première en 26 ans de révolution. Les autorités religieuses ont exhorté la population à aller voter. Elles détiennent ici la réalité du pouvoir. Elles souhaitent néanmoins que le nouveau président soit élu avec une bonne participation pour donner un peu de légitimité à cette élection que les États-Unis jugent non démocratique. En Espagne, alors que doit être adopté la semaine prochaine un projet de loi sur le mariage homosexuel, l'Église met tout son poids dans la balance et soutiendra demain une grande manifestation contre le mariage gay à laquelle participe l'opposition de droite. Les hommes d'Église n'ont pas l'habitude de défiler, ils pourraient faire demain une entorse à la règle. Philippe Visserias, Marie-Pierre Cassignard. Pozuelo, banlieue bourgeoise de Madrid. Demain, pour la première fois de sa vie, le père Don Jesus Higueras ira manifester et il demande à ses paroissiens de faire de même. Pour lui, le mariage entre homosexuels va à l'encontre des bases mêmes de la société. Si un politicien agit contre les lois de la nature, je crois que l'Église a le droit de lui dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme. La liberté a des limites. Tout ce qu'on peut faire n'est pas forcément éthique.
pas forcément permis. Si on va par là, et pourquoi pas le mariage à 3? Après tout, c'est possible. À quelques kilomètres de là, un autre monde, Chueca, le quartier gay de Madrid. Aujourd'hui, à 54 ans, José María Sánchez Silva ne cache plus son orientation sexuelle. Il y a 5 ans, ce lieutenant-colonel de l'armée espagnole a fait scandale en révélant qu'il était homosexuel. Il y a d'abord eu un choc, puis un silence pesant, qui est une manière pour eux d'éviter le débat social. Le silence, c'est la forme moderne de l'homophobie. Ceux qui vont manifester disent qu'ils n'ont rien contre les homosexuels tant qu'on reste confiné à l'échelon social inférieur qu'on nous a imposé. En fait, on a les mêmes devoirs que les autres, mais pas les mêmes droits. Chaque camp prétend avoir l'opinion publique à ses côtés. En prenant parti, l'Église entame un bras de fer avec le gouvernement socialiste. En appelant les catholiques à manifester demain, l'Église espagnole va pouvoir mesurer sa réelle influence dans le pays. Le Vatican, de son côté, a déjà demandé aux maires espagnols de refuser de célébrer des mariages homosexuels une fois que la loi sera adoptée. Aux États-Unis, un procès qui restera dans les annales. Un membre présumé du Ku Klux Klan, près de 40 ans après les faits, est face à ses juges depuis lundi. Il est accusé d'avoir participé au meurtre de 3 militants des droits civiques en 1964. Cette affaire a inspiré le film Mississippi Burning. Alain Chalvran. Il y a des couleuvres qui sont décidément un peu grosses à avaler. Passerait encore d'être encadrés par des policiers, mais des policiers noirs? Non. Pour l'ancien chef du KKK, le Ku Klux Klan, c'est trop. Être obligé d'entendre les sanglots d'une veuve éplorée 41 ans après l'assassinat de son mari, insupportable. La coupe est pleine, Edgar Ray Killen préfère se faire porter pâle après une demi-heure d'audience. En 1964, il était le Kleagle, le recruteur du KKK, et on l'accuse d'avoir organisé l'assassinat de ces 3 jeunes militants des droits civiques, 2 blancs et un noir. Et les coupables? Comme Barbara, tout le monde savait ici à Philadelphia qu'il était le responsable de ce triple meurtre. Mais voilà, ce n'était pas contre la loi à cette époque-là de tuer des Noirs dans le Mississippi. Et personne ne parlait. Le clan contrôlait pratiquement toute cette ville par la peur et l'intimidation. Et même encore aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque ont toujours peur de parler de ce qui s'est passé il y a 41 ans. Résultat, Killen a pu passer les 41 dernières années tranquillement dans cette maison des environs de Philadelphia. Ironiquement, il avait placé les 10 commandements à l'entrée « Tu ne tueras point ». Seulement, les choses changent en 41 ans, même dans le Mississippi. Blancs et noirs pêchent désormais ensemble et il y a des noirs dans la police, un comble. Ce procès est nécessaire. Ce sera comme la conclusion, la fin d'une histoire, comme tourner une page qui nous hante. Ce procès sera un peu toute proportion gardée comme le procès Papon en France. Un exorcisme sans doute douloureux, mais aussi nécessaire pour construire un avenir sans discrimination raciale dans le sud des États-Unis. En France, un agriculteur retraité a été victime d'une violence inouïe. Ses 2 agresseurs l'ont volé et battu. Pire que ça. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. La maison a été dévastée, minutieusement fouillée, pendant le calvaire de René Boyer mardi matin. Vers 6 heures, 2 hommes masqués et armés d'un fusil le surprennent dans son lit. Pendant 3 heures, ils vont le battre, le brûler, le torturer, à la recherche de son argent. Ils sont même allés jusqu'à essayer d'électrifier un sommier métallique sur lequel le malheureux était allongé, ligoté. Heureusement, un court-circuit a permis d'éviter le pire. Les agresseurs ont pris la fuite, emportant 2 à 3 000 euros. René Boyer a pu se libérer et alerter les secours. Aujourd'hui, les amis de l'agriculteur de 66 ans sont choqués. Fernando va lui rendre visite chaque jour. Maintenant, il a peur de sortir, parce qu'il ne veut pas rester tout seul. Et moi, j'ai peur aussi de venir là, parce que bon, je ne veux pas risquer ma vie. Et voilà. Il a mis l'électricité dans les doigts, dans les poignets, partout. C'était sauvage, ça. La justice promet une sévérité exemplaire et met tout en œuvre pour interpeller les auteurs de ces actes de barbarie. La victime, René Boyer, est toujours hospitalisé ici. Il n'a pas souhaité être filmé, mais nous avons pu le rencontrer ce matin. Et il nous a expliqué que si ses blessures physiques allaient mieux, le traumatisme psychologique lui devenait de plus en plus important avec les jours qui passent.
Se déroulent demain et après-demain les élections du Conseil français du culte musulman. Ce sont les délégués de toutes les mosquées de France qui choisiront leurs représentants. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan de l'action du CFCM qui fut élu pour la première fois il y a 2 ans. Un bilan en demi-teinte. Fanny Auvergne, Evelyne Goldman. C'est l'acte le plus symbolique du CFCM. Une délégation à Bagdad, l'année dernière, pour demander la libération des otages français, Chénaud et Malbruno. Signe que l'islam de France se pose en interlocuteur responsable. Une réussite, mais combien de soubresauts pour cette entité créée en 2003 et chargée au départ de la construction des mosquées, de la formation des imams, de l'organisation des fêtes religieuses ou de la gestion des carrés musulmans dans les cimetières français. Aujourd'hui, le CFCM est visible, mais ses dirigeants en conviennent, il n'a pas rempli toutes ses missions. Moi, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim concernant les réalisations du CFCM. Peut-être je suis trop exigeant, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire, avec plus de méthode, avec plus de discernement, avec plus d'engagement. 2 ans d'existence ponctués d'une série de crises, de démissions et de dissensions. La loi sur le voile à l'école est combattue, puis acceptée du bout des lèvres, et encore, pas par tous. En démissionnant du Conseil, Dounia Bouzard dénonce la séparation entre les fidèles et leurs instances. Avec le Conseil français du culte musulman, on se retrouve en complet décalage entre les jeunes qui sont nés en France et qui sont musulmans et ceux qui siègent au CFCM, qui ont grandi dans les pays d'origine et qui sont liés avec les pays d'origine, donc qui représentent l'Algérie, le Maroc. Alors que les jeunes disent on est musulmans et français. Ce week-end, 5200 délégués de 1300 mosquées françaises vont élire leurs représentants régionaux et nationaux. Ces hommes et quelques femmes vont devoir au plus vite apaiser les querelles et apporter des solutions concrètes aux problèmes du culte, sous peine de perdre toute crédibilité. Dans les Hauts-de-Seine, plusieurs tours de Nanterre, construites dans les années 70, seraient menacées de destruction. Pour l'office HLM du département, elles coûtent trop cher à entretenir. Pour les élus locaux, pas question d'y toucher. Laurent Di, Jean-Louis Melin. À mi-chemin entre l'habitat et l'œuvre d'art, des tours-nuages surnommés ainsi pour leur forme tout en rondeur et pour leurs fresques de couleurs. À l'intérieur, une vision du logement social qui tranchait avec les traditionnelles barres d'immeubles des décennies précédentes. Avec mon mari, on avait décidé qu'on ne viendrait jamais habiter ici, et puis finalement, vous voyez, on s'y retrouve. Votre premier sentiment quand vous les avez vus? J'ai trouvé que c'était l'an 2000 dans un mauvais bouquin de science-fiction. L'an 2000, c'est aujourd'hui, et elles ont pris un sacré coup de vieux, ces tours-nuages. Selon l'un des bailleurs, l'Office public des HLM des Hauts-de-Seine, c'est même un gouffre financier. Des fenêtres à 600 € pièce, des mosaïques à replâtrer en de nombreux endroits. L'office départemental voudrait raser les 2 plus grandes tours et reloger les locataires. Les intéressés sont partagés. Je signe tout de suite. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un petit peu détérioré, mais sinon, bon, c'est vrai que j'habite au 35e étage, donc avec une vue sur Paris extraordinaire, c'est vrai, avec une grande luminosité d'appartement et tout. Non, sincèrement, je regretterais effectivement l'appartement. Pour la mairie de Nanterre, pas question de toucher à ce patrimoine. La municipalité gère la moitié des 1700 logements et n'a pas relevé pour sa part de frais exorbitants. Bien sûr, ces tours qui ont été construites entre 77 et 80 ont aujourd'hui besoin de travaux plus importants. Mais c'est le cas, je veux dire, dans tout l'ensemble du patrimoine social, et c'est même le cas dans le patrimoine privé. Pas de destruction en vue donc, la municipalité prévoit au contraire de nouveaux investissements pour donner un nouvel élan au quartier. Le beau temps sur toute la France avec déjà un parfum de vacances, comme on le voit ici du côté de Marseille, ambiance estivale, les pieds dans l'eau. Des températures encore en hausse demain partout avec un soleil de plomb pour tout le week-end. Et puis image de contraste avec les alpages pour cette période de transhumance. Les vaches prennent leur quartier d'été et ne redescendront qu'aux premières neiges. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Ce jour-là est une fête, avec ses costumes et ses coutumes. Sans se retourner, elles quittent leur ferme pour de longs mois. L'appel des sommets est plus fort que tout. Après 6 mois confinés dans l'étable, le grand air a quelque chose d'enivrant, de stimulant. Les pattes se dégourdissent, les caractères se réaffirment. Au milieu, Thibaut, le fils de la famille, doit veiller aux écarts. C'est le plus beau moment parce qu'elles sont totalement en liberté. Les 4 mois à la hausse, c'est le plus beau mois de l'année. Le reste, c'est un peu plus... le travail est un peu plus pénible.
Depuis 25 ans, à l'aube de l'été, la famille Cruz rejoint ainsi son alpage. Là-haut, à 1800 mètres d'altitude, les bêtes trouveront l'herbe grasse et fraîche qui leur fait défaut l'hiver. Entre les cornes d'une vache, transhumance rimerait bien avec vacances. C'est des vaches qui sont un peu nerveuses et puis bon, chaque fois qu'on part un peu en alpage, elles savent où elles vont, alors plus vite elles sont, mieux ça vaut, elles sont un peu comme nous. Cette année, un second troupeau s'est joint à la marche. La troupe des amis, des curieux qui ont voulu, le temps du non-montagnier, comme on dit ici, partager ou revivre un souvenir. Quand on était gamin, dans le village, l'en-montagnier, c'était vraiment quelque chose de... C'était comme une messe, bien qu'on n'y va plus, mais c'est vraiment que c'était quelque chose de... Ce jour-là, on n'allait pas à l'école. À l'arrivée, c'est un moment de convivialité. Béatrice et Michel, monitrices de ski et pisteurs l'hiver, fêtent le début de leur deuxième vie. Enfin, on a l'impression qu'on va revivre. Enfin, on est bien. On ne fait que ça, on ne fait pas autre chose, on n'est pas en pluriactivité, comme on est l'hiver, et on vit notre vie d'alpagiste pleinement. Comme certaines aventures gauloises, ces histoires savoyardes se terminent immanquablement par un banquet. Mais ici, le chanteur peut finir son couplet. La fête des pères, c'est dimanche, créée dans les années 1900. Cette coutume inscrite désormais dans la tradition nous vient des États-Unis. En France, pourtant, la sauce n'a toujours pas pris, en tout cas du côté commercial. Estelle Collin, Bruno Giraudon. 1950, les pères sont dans la rue, c'est officiel. Le 3e dimanche de juin leur sera désormais consacré. Plus d'un demi-siècle plus tard, les avis sont partagés. Il y a des pères, ça y est, ils se sont mis sur les rangs. Ils ne veulent pas être oubliés, quoi. On est des nouveaux pères, on veut qu'on pense à nous. Puis on a d'autres, à la limite, ça les arrange peut-être un peu d'être oubliés, parce que comme ça, ils seront un peu moins obligés d'être des vrais pères, attentionnés, etc. Comme aux États-Unis, d'où cette fête est née, les marchands ont très vite flairé ce qu'ils pouvaient en tirer. Depuis, les propositions pleuvent avec des gadgets haute technologie, leur point sensible, paraît-il. Il y a effectivement l'exclusivité, l'édition limitée, le high-tech, le design, avoir un produit que leurs collègues de bureau ou de travail n'auront pas. C'est très important. Autre phénomène, la mode, qui depuis quelques saisons s'est emparée de ce futur bon client, l'homme. Sacs, chemises, cosmétiques, cravates, boutons de manchette sont désormais soumis aux dictats de la saison, histoire d'accélérer la consommation. C'est l'occasion pour la maman et pour les enfants d'un peu pousser leur papa à porter des choses un peu plus qu'il n'aurait pas au premier abord choisi pour lui, en fait. De le moderniser, de le bousculer dans ses habitudes. Et des idées comme cela, les femmes n'en manquent pas généralement. On n'a pas trop d'idées, donc c'est ma femme qui va chercher. Là, il y est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Aux États-Unis, on parle de 6 à 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En France, il est beaucoup plus modeste. La fête des pères n'arrive qu'en 4e position des fêtes commerciales, loin derrière Noël, la fête des mères et même la Saint-Valentin. Les 24 heures du Mans demain, avec pour la première fois la participation de Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes, une compétition à laquelle il a dû s'entraîner très rapidement. C'était un pari et pour ne pas perdre du temps, il s'est entraîné sur une console de jeux vidéo. À Rantanzit, Bruno Vignet. Au Mans, Sébastien Loeb s'offre un nouveau costume, une nouvelle vie aussi. À bord de sa Pescarolo Judd, le Français champion du monde des rallyes goûte pour la première fois aux 24 heures. C'est vrai que c'est une course très mythique et pouvoir être dans une voiture comme celle-là, c'est génial pour moi. Si pour lui c'est génial, pour les autres c'est tout bonnement fantastique. Ce week-end, la signature de Loeb vaut de l'or. Elle fait même chavirer les cœurs. Ça fait quoi d'avoir Sébastien Loeb à côté du cœur là? C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. La belle histoire de Sébastien Loeb a tout pour plaire. Il y a 10 jours, le Français remporte le rallye de Turquie. Problème, la même journée, Loeb doit se rendre aux essais qualificatifs des 24 heures du Mans. Seule solution, un jet privé. 4h30 de vol et pas de temps à perdre. Pour découvrir le circuit Monceau, le Français engrange 40 tours de piste sur une console de jeux vidéo. Si on fait une faute, on finit dans le bac et on revient sur la route ou on rappuie sur Start Again et puis on repart. Là on n'a pas le droit à l'erreur.
Mission accomplie. L'homme est donc au départ et les chronos sont bons. Hier soir, lors de la dernière séance d'essai, Loeb, associé à Elari et Ayari, réalise le deuxième meilleur temps. De quoi rendre fier son nouveau patron. Il a progressé comme je l'espérais et maintenant il est au point pour la course. Plutôt flatteur, de la bouche d'un homme qui compte 33 participations à l'épreuve et 4 victoires au compteur. Demain, en bon élève, Sébastien Loeb essaiera de ne pas décevoir son illustre professeur. Et puis de la voile avec les premières régates dans la baie de Valence en Espagne pour désigner les challengers d'Enghien, vainqueurs de la précédente Coupe de l'América. 9 pays s'affrontent dans ces régates préliminaires à la Coupe de l'América 2007. Cinéma avec l'événement à Marseille où Tom Cruise, loin de la croisette du Festival de Cannes ou de Paris, a présenté lui-même en avant-première La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Des milliers de fans sur le Vieux-Port. Les Martiens sont sur la Canebière avant d'être sur grand écran en France et aux États-Unis. Tom Cruise qui a fait le voyage depuis Paris, il est notre invité. Mais d'abord, résumé de cette journée particulière avec Marie Jaujoin et Bernie Merriot. Voici la future Madame Cruise, l'actrice Cathy Holmes, 26 ans. Elle lui a dit oui, c'est officiel. Tom Cruise lui a demandé sa main hier soir à la Tour Eiffel. C'était le scoop de cette conférence de presse donnée Gare de Lyon. Oui, je lui ai proposé la nuit dernière. Promotion de son futur mariage ou promotion de la guerre des mondes, on a pu se poser la question. Avant le départ pour Marseille, l'acteur, aux côtés de Dakota Fanning, sa fille dans le film, a confirmé sa fierté d'appartenir à la scientologie, a évoqué l'importance de son rôle de père dans la vie et dans la guerre des mondes. L'adaptation du célèbre roman de Herbert George Wells, écrit en 1898 et racontant une invasion du monde occidental par les extraterrestres. Donc là on va à Marseille, on va voir Tom et puis on espère qu'il arrive dans quelques instants dans le wagon. Je crois qu'on va l'accueillir chaleureusement parce que c'est un mec sympa en plus. Hein. Car Tom Cruise a fait le trajet Paris-Marseille en TGV comme les quelques centaines de fans gagnants d'un concours en toute simplicité et en français. Très bien. Et c'est sur le Vieux-Port que ce joyeux extraterrestre a reçu la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Marseille. Le maire Jean-Claude Gaudin a voulu, a-t-il dit, rendre hommage à son immense talent d'acteur. Voilà la médaille d'honneur de la ville de Marseille. Voilà, monsieur le maire vient de remettre la médaille du citoyen. Et Tom Cruise s'est senti chez lui. Son bain de foule a bien duré 2 heures. Et en direct de Marseille, Tom Cruise, bonsoir. Votre film La Guerre des Mondes, bonsoir. Présenté à Marseille, avant les États-Unis, une demande en mariage ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air, un parfum particulier, un lien spécial avec la France ? Écoutez, je suis très heureux d'être ici en France. Ça a été un voyage extraordinaire pour moi jusqu'à maintenant, je dois dire. Donc je suis vraiment très heureux que la France puisse découvrir ce film, La Guerre des Mondes. Et Katie et moi-même, nous amusons beaucoup ici. Alors justement, vous avez été l'initiateur avec Spielberg de l'adaptation du roman de Wells, La Guerre des Mondes. Et on pense forcément aux attaques du 11 septembre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est un besoin de raconter, de dire nos peurs les plus profondes? Non, pour moi, ce qui compte surtout, c'était de voir ce que Steven Spielberg voulait faire de La Guerre des Mondes. Ça m'intéressait de le voir organiser ce film, je voulais voir un petit peu ce qu'il allait faire des personnages. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était l'histoire d'un père et de sa famille, ce voyage personnel. C'est ça qui m'intéressait finalement, c'est ça dont il a fait l'histoire. Et c'est une histoire personnelle, c'est l'histoire d'une famille. Dans le film de Spielberg, on retrouve un de ses thèmes préférés, les extraterrestres, mais on est évidemment très loin de E.T. Cette fois-ci, je dirais que c'est une plongée dans la terreur de l'invasion. Oui, absolument. E.T., en fait, c'est un petit peu des gangsters dans ce film. C'est une trilogie, c'est un numéro 3, finalement. Donc c'est un film avec plein de suspense. Dans le film comme dans le livre, est-ce que vous diriez que les extraterrestres incarnent le mal absolu? Et est-ce qu'en cela, le film reste fidèle au chef-d'œuvre de Wells?
Oui, absolument. Ce film est tout à fait fidèle au classique, à la guerre des mondes de Wells. Je pense que David Kapp, qui a écrit le scénario, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, on s'est beaucoup penché sur les thèmes qui intéressent vraiment Steven Spielberg. Et en la matière, ce qu'on a réussi à faire, c'est que ce qu'on voulait faire, c'est dédier ce film à nos enfants. Ça, c'est important. Et en quoi ce rôle, celui que vous jouez d'un homme finalement qui cherche à survivre, en quoi ce rôle peut vous ressembler ? Non, Ray est tout à fait différent de moi-même. En fait, je pense qu'il devient quelqu'un qui se rend compte des responsabilités qu'il a vis-à-vis des enfants. Et moi, j'ai toujours voulu être un père, alors que lui, c'est tout à fait différent. En tant qu'homme, en tant que personne, c'est deux choses que parents, pardon, sont deux choses tout à fait différentes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'ai grandi dans ma vie. Je comprends tout à fait ces gens. J'ai traversé des périodes similaires. Je vois bien que Ray n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est tout simplement quelqu'un qui ne se rend pas forcément compte de quelles sont ses responsabilités de la société en tant que parent. Et donc ça, c'est quelque chose que moi je comprends, que je prends très au sérieux en tant que parent. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je prends beaucoup de plaisir à être un père aussi. Alors peut-être un mot du formidable tandem que vous avez constitué avec Steven Spielberg. Tout a été, je crois, à une vitesse incroyable. Oui, c'est vrai, ça a été quelque chose d'extraordinaire. En fait, lui, il travaillait sur un film, et moi, je travaillais sur un autre film de mon côté. Et au début, il en était au début du film sur lequel il travaillait, et moi, j'essayais d'avancer avec mon film, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ce film au mois d'août, donc on a commencé à tourner au mois de novembre, et puis ensuite, on a fini le tournage 12 semaines plus tard. Mais en fait, on n'a pas eu l'impression de se précipiter pour faire ce film. On a plutôt travaillé vraiment bien ensemble, ça a bien fonctionné avec toute l'équipe, les choses ont bien fonctionné. C'est un film, bon, je viens de voir le film, sa version finale, ensuite il l'a mixé, il l'a monté, etc. Et j'ai vu la version finale il y a 15 jours maintenant, je crois, et je dois dire que j'attends vraiment avec impatience que le public le découvre ici en France. Je suis vraiment très content. Je pense que c'est un super film, même si j'étais pas dans le film, d'ailleurs, je trouverais que c'est un super film. Vous en parlez très bien, et de toute façon, il sera très rapidement sur les écrans en France, puis aux États-Unis. Est-ce que ce sera un événement aux États-Unis? Est-ce que la sortie est un événement? Vous verrez, c'est vous qui verrez. Merci Tom Cruise d'avoir répondu à nos questions en direct de Marseille. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. Ce soir à 20h50, soirée polar, 0h50, puis le journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Midi demain, face à l'image, présenté par Paul Naon et Bernard Benyaïn. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.